donc pour parler de la place du design dans le bon restaurant. Le salon Équipe Hôtel s'est terminé mercredi, et en arpentant les allées, j'ai noté dans les stands 437 fois le mot design. Vous pouvez vérifier, j'ai compté. Design et environnement, design et art plastique, design et art décoratif, design et histoire de l'art, design et fonction, design et architecture, design et ingénierie, design et concept. Bref, j'ai vu du design à toutes les sauces. Alors remarquez, c'est plutôt bienvenu puisqu'on doit parler du design dans le bon restaurant. Et cela m'amène donc à replacer le design dans ce bon restaurant. Alors un bon restaurant, on a dit ce matin que c'était certainement un restaurant dans lequel on mangeait bien, ça c'était le préalable. Je pense également que c'est certainement un restaurant dans lequel on se sent bien, un restaurant dans lequel on éprouve des émotions, des sensations, et peut-être que le design contribue à cela. Alors pour savoir aujourd'hui si le design a véritablement sa place dans nos restaurants, pour savoir également si les objets qui s'y trouvent, objets pas toujours inanimés d'ailleurs, ont une âme, nous avons réuni pour cette table ronde à mes côtés Stéphanie Sago, qui est professeure d'art plastique à l'université de Nîmes, à ma gauche Thierry Bourgeon. Thierry Bourgeon est animateur de la web radio du goût de Radio France. Tout au bout, en rouge, Marc Bretillot. Alors Marc, je vais dire une bêtise, Marc Bretillot est designer, c'est bien ça. Il acquiesce. Il est designer à l'ESAD, à Reims. C'est l'école supérieure d'art et de design. Vous avez ici... je prends la parole tout de suite. Là. En fait, je suis designer indépendant avec mon activité propre et je suis aussi enseignant à Reims. Mais j'essaie de ne pas mélanger les deux. Ah oui, surtout ne mélangeons pas. D'accord. Merci pour cette précision. Marc de Ferrière-Levaillère est professeur d'histoire à l'université Rabelais de Tours et il apportera donc son regard d'historien. Et nous avons ici avec nous, au centre donc de cette table ronde, Éric Guérin. Alors Éric Guérin, lui, il a un immense chapeau tricéphale. Il est à la fois cuisinier émérite. Il est également restaurateur, mais il est aussi hôtelier. Et vous le verrez, il est très, très certainement intéressé par la place du design dans le restaurant et en tout cas dans l'entreprise d'hôtellerie-restauration. Stéphanie, le design, moi je n'y connais strictement rien, je suis là tout à fait par hasard. C'est quoi le design ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît, ou nous présenter à tout le moins les travaux que vous réalisez ? Oui, alors définir le design, c'est une vaste question, mais je vais plutôt présenter mes travaux de plasticienne directement. D'accord, donc les travaux de plasticienne de Stéphanie, c'est du design, elle va vous les présenter, ça permettra de mieux comprendre un petit peu peut-être ce qu'est le design. Alors c'est pas du tout ça, mais justement... C'est pas du tout ça, parfait. Par la négation, je vais en faire une définition peut-être. Vous l'avez compris, nous avons décidé de faire un immense ping-pong entre nous. Ping-pong dont le vainqueur, normalement, doit être Marc Bretillot à la fin. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Ok. Donc, alors effectivement, je vais reprendre ce que disait Marc aussi. Donc moi, je suis enseignant-chercheur en art appliqué à l'université de Nîmes, donc, où j'enseigne le design. Parallèlement, j'ai une activité de plasticienne. C'est ce que je vais vous présenter quelques travaux que j'ai réalisés. Je travaille avec une autre jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Beckman au sein donc de notre duo qui se nomme La Cellule. Et je vais vous présenter quelques travaux qu'on a pu faire qui sortent un peu de la question du design et du bon restaurant, mais enfin vous allez voir que ça peut s'en rapprocher. Donc je vais vous expliquer en commentant ce petit film qui a été réalisé en fin 2004. Donc il s'agissait d'une exposition intitulée Ceci est un buffet qui a été réalisée à Paris à la galerie Fraîche Attitude. Donc une expo qui a duré 2 mois et qui cherchait à réenvisager en fait l'espace du buffet, ou plutôt l'espace du vernissage du buffet devenait l'occasion même de l'exposition pendant 2 mois, ce qui voulait dire un réachalandage, etc., et faire l'expérience de nourriture variée.
ça marche plus. Oui, voilà, nous avons un petit souci technique. Tout à l'heure, on a réussi à détruire un ordinateur. Là, on va essayer de détruire le deuxième. Ah non, raté, pardon. Ça y est, c'est parti. Alors, bon, je vais commenter. On ne peut pas éteindre un petit peu, baisser un petit peu la lumière? Je ne sais pas s'il y a un technicien là-haut. Merci. Voilà, donc en fait, l'idée, c'était que cette exposition était divisée en plusieurs espaces, eux-mêmes répartis entre différentes installations. Donc la première qu'on voit ici, c'était un pénétrable intitulé le buffet flottant. Donc, comme on le voit, ce sont une masse de ballons gonflés à l'hélium, au bout desquels on a des petits lunchbox, à l'intérieur desquels il y a des nourritures élaborées avec des chefs, puisqu'on travaille systématiquement avec des chefs. Nous-mêmes, nous ne nous revendiquons absolument pas comme professionnels de la restauration. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on détache les lunchbox, les ballons sont à l'hélium, s'évaporent, et donc montent au plafond et reconstituent un autre espace visuel au plafond. Ensuite, donc, le buffet tend à disparaître au fur et à mesure qu'il est consommé finalement. Ensuite, on a ce mur de bras vivants qui distribue des nourritures, donc, ce qui va prêter à certains jeux également, certains échanges avec le public, comme on va pouvoir le voir. Alors à chaque fois, il y a un discours sur les nourritures, mais bon, je vais pas insister sur cette dimension-là. Donc, mis à part les mains vivantes, bien entendu, l'exposition a fonctionné pendant 2 mois et on pouvait vivre l'expérience de ce buffet. Donc ensuite, on traversait un espace odorant, parfumé au chocolat. C'était également une zone de transition entre ce qu'on vient de voir, qui était l'espace destiné au salé, et l'espace destiné au sucré, avec des sticks comme ça qui venaient s'agencer sur une paroi et qu'on pouvait venir cueillir. Alors, bien entendu, c'est toujours très important pour nous de travailler avec des chefs de qualité et d'avoir des nourritures qui sont bonnes, bien entendu, qui ont un intérêt particulier, où on peut découvrir des saveurs. Voilà. Donc là, cet espace-là s'intitulait les anémones perlées. Donc l'idée, c'était un petit peu, donc l'ensemble en fait de l'expo, ceci est un buffet, traite du thème de la cueillette. L'idée, c'est de revisiter un petit peu ces gestes de la cueillette. Et donc là, l'idée, c'était on a l'image d'une perle de pluie qui va couler le long d'une feuille et finalement on vient recueillir ce petit récipient de la même manière. Ici on a un ersatz de poire belle Hélène. On ne le voit pas très bien, mais en fait on avait du chocolat coulant virtuel qui venait sur des poires réelles. Et en fait, à l'intérieur de la poire était fourrée au chocolat. Voilà, donc là, on revient sur l'anémone perlée. Donc là, c'était également différentes strates en fait, de mousse qui pouvaient aller jusqu'à des sensations un petit peu gluantes en bouche, assez étonnantes. Alors ensuite, souvent dans notre travail, on a également des performeurs. Donc ici, qui revisitent un petit peu le costume 3 pièces du serveur et qui viennent offrir des nourritures aux gens. Donc ça, c'est quelque chose qui revient constamment. Récemment, dans notre travail, on a fait une créature comme ça, dans une combinaison toute dorée avec des Ferrero Rocher et qu'on offre aux ambassadeurs dans le cadre de réception à l'étranger. Bon, enfin, ça s'inscrit dans un travail qui s'inscrit dans une série. Voilà, et donc là, on arrive sur les dernières parties de l'exposition. Là, l'idée, c'était des petites fioles qu'on venait pulvériser en bouche, et donc on avait un parfum de fleurs
lilas, coquelicots, etc. Donc des choses assez bucoliques pour repartir dans les rues de Paris avec ce petit goût comme ça de fleuri en bouche. Et donc l'expo se terminait là-dessus. Alors, pourquoi je vous parle de ça finalement? Donc là, on est vraiment dans une activité, on est dans un centre d'art, enfin dans une galerie d'art, mais on intervient essentiellement pour des centres d'art ou dans le réseau artistique dans le cadre de notre pratique artistique, donc vraiment de plasticiennes. Mais ceci dit, on est régulièrement contacté par des chefs ou par des lycées hôteliers, IUFM, etc., qui forment des enseignants pour développer des partenariats dans une dimension beaucoup plus appliquée. C'est-à-dire que, même là, si l'expo fonctionnait, que les nourritures étaient bonnes, etc., qu'il y avait tout un discours sur les nourritures, bien entendu, c'est pas du tout applicable tel quel dans un restaurant, si ce n'est pour une soirée en particulier et de la performance. Mais je peux vous montrer quelques autres images. Encore 2-3 minutes. Oui? Pas de réponse. Ça doit être bon. Donc là, par exemple, cet été, on a été invité à Buenos Aires à produire, à réaliser comme ça une soirée animée de performance, et on a travaillé en partenariat direct avec le Parc Hayat, donc qui est le grand palace de Buenos Aires, et avec les chefs du Parc Hayat, où là c'était tout un discours, c'était une exposition qui s'appelait It's Such a Candy World, et donc l'idée c'était d'amener une espèce de profusion comme ça de sucré durant toute la soirée. Et avec les chefs, on a élaboré également des nourritures. Donc là, on est également dans ce qu'on appelle un travail de design culinaire. On sort d'une dimension purement plastique ou d'installation, etc., pour vraiment travailler sur la nourriture en tant que telle, et sa mise en forme, mise en bouche, toutes les questions que ça peut poser. Ce qu'on voit à l'image, là, justement, c'était tout un tas de différents types de sucettes, toutes sucrées, mais avec des saveurs toutes plus étonnantes les unes que les autres, qui ont été réalisées en partenariat avec ces chefs. Et de fil en aiguille, ce type d'activité on peut être contacté, par exemple, pour réaliser de la veille ou pour des sociétés. On a travaillé, par exemple, dans le domaine du catering aérien. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut vraiment d'une activité artistique ou plutôt expérimentale, de fil en aiguille, comme ça on peut aussi avoir des activités beaucoup plus appliquées, avec forcément des champs de créativité et des cahiers des charges beaucoup plus restreints en fonction de cahiers des charges très très contraignants, ce qui est le cas notamment dans le catering aérien. Je crois que j'ai utiliser mes 10 minutes, donc je vais peut-être m'arrêter là et laisser la parole aux autres. Merci Stéphanie. On a vu dans cette présentation des mains tendues. Moi, j'ai entendu dans la salle quelques rires. J'ai vu des enfants aussi, et on a pu mesurer le côté ludique autour de la prise de nourriture, et en tout cas dans le cadre d'un buffet. C'est une expérience qui mérite certainement d'être vue, en tout cas qui apporte une réflexion nouvelle sur la façon dont on peut se nourrir. J'ai beaucoup aimé, moi, la notion de main tendue. Ce matin, on parlait beaucoup de convivialité, on parlait beaucoup de communication. Marc Bretillot, peut-être, lui, va nous parler peut-être un peu plus d'objets ou de design culinaire, qui est, je crois, sa spécialité. En veut-il déjà ? Pas encore. Ça y est, ça marche. Je veux bien aussi que vous baissiez un petit peu la lumière. Merci. Moi, je me suis attaché à traiter un petit peu du restaurant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément mon cœur d'activité, mais j'ai essayé de trouver des exemples qui s'y rapportaient, et pas seulement mon travail, des exemples aussi d'autres designers. Qu'est-ce qu'un bon restaurant ? Dans toutes les écoles de design, et sans doute pas que seulement, on apprend à ne pas dire j'aime ou j'aime pas, il faut argumenter, délayer, architecturer la pensée. Ceci n'est pas satisfaisant car cela est merveilleux parce que c'est un mauvais gâteau car une affaire, c'est trop bon, trop cool, top, parce que.
Quel rôle pour le designer, ou plus exactement le design, dans cet espace temps et espace qu'est la consommation de nourriture terrestre hors du nid douillet? Je ne sais évidemment pas ce qu'est un bon restaurant. C'est suivant mon humeur, ma religion, mon compte en banque, la saison, la compagnie ou ma solitude, mon appétit, mon mal au ventre, mon goût, mon dégoût, mon âge, ma vieillesse, mon biberon, ma boutanche, mon éducation, mon vice, mon humanité, ma culture. Une infinité de données qui induisent une infinité de réponses. Si il s'agit de trouver le plus grand dénominateur commun, cela ne m'intéresse pas. Je crois à la singularité, appelons cela design d'auteur. Dans cet esprit, permettez-moi de vous présenter des travaux de recherche d'autres designers préoccupés eux aussi par l'alimentation. Un food designer est quelqu'un qui travaille avec de la nourriture sans idée de cuisine. Dixit Martí Dixé, designer espagnol. Voici un restaurant événement dont le principe est de proposer aux clients une carte produite par des cuisines extérieures. L'espace de restauration est un centre de réception et de distribution des plats. C'est un étonnant processus inversé. Je ne suis plus le mangeur isolé devant ma télé et ma pizza 30 minutes, mais bien dans un restaurant avec une carte pléthorique et les cuisines du monde et livreurs qui viennent à moi. La communauté du restaurant devient le centre du dispositif. Question de flux, de service, de choix. Qu'est-ce qu'un bon restaurant? Autre recherche démonstrative et décalée par le designer Mathieu Lehanner. Local River, unité domestique de stockage pour poissons et légumes. Fondé à San Francisco en 2005, les locavores se définissent comme un groupe d'aventuriers culinaires qui tentent à consommer des aliments produits à moins de 100 miles de leur ville, afin de réduire le coût écologique induit par le voyage des denrées alimentaires et d'en maîtriser la traçabilité. Cette ferme piscicole domestique est basée sur le principe de l'aquapanie. Les plantes sont alimentées par l'eau des poissons chargés de déjections riches en nitrates. Les plantes jouent le rôle de filtre naturel en retenant les nitrates et participent à maintenir une eau équilibrée pour les poissons. Écologie, esthétique du sens, qu'est-ce qu'un bon restaurant? Quoi qu'il en soit, qu'il ne me soit pas reproché de ne pas parler des Pays-Bas, très actifs en matière de food design, avec en chef de file la belle Marie-Jo Volkens et ses 2 restaurants Pro-F à Amsterdam et Rotterdam. Mais le temps a parti m'est compté, comme à un Alceste les verres de vin. Et puis moi, merde. Après tout, si à tort, vous trouvez le design futile, qu'il soit au moins communication. Avez-vous des enfants? Moi, 3. La blague fétiche du plus petit est, il pointe son index levé entre lui et son interlocuteur et lui demande « Que vois-tu » Si l'interlocuteur ne connaît pas la blague, il répond « Un doigt ». Mon fils, plein d'espièglerie, dit « Je suis bien caché, hein ?» Au sortir de la guerre, on se demandait un peu comment manger plus. Puis, quelques Pâques plus loin, il y eut des pancartes devant les gargotes avec un chef replet monté sur ressort, disant « Venez chez moi, on mange bien, 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 bien et beaucoup ». Excusez, j'ai le physique de l'époque, pas celui de la nôtre, où les grands toquets ont des silhouettes de coureurs de fond, voire de coureurs. Image, image. Un bon restaurant pourrait être vu à la télé, vu à la rotative, vu à la radio, point d'interrogation. Sans transition, je vous propose 2 de mes réalisations de restaurants éphémères à histoire. 2 projets qui traitent de la globalité de l'acte de manger, cher au designer que je prétends être. Table d'hôte au restaurant du Palais de Tokyo, réalisé à l'occasion des Designer Day à la demande du salon Nao, Design à vivre. Repas et dispositifs inspirés du conte d'Alphonse Daudet, Les 3 messes basses, extrait des lettres de mon moulin. Le déroulement du repas suit la narration du conte. Nous sommes en Provence, dans les frimas et brumes de la nuit de Noël, filet de rouget sur ratatouille et aubergines grillées servies en brouillard. Souvenez-vous de la clochette du bedeau qui rythme le conte. L'étable est traversée par un axe entraînant de petits percuteurs. Le serveur, entre chaque plat, vient actionner la manivelle en bout d'axe. Les percuteurs rencontrent les verres des attablés pour produire une musique toujours différente en fonction du niveau des calices. À ce moment du conte, nous sommes dans l'église, tout cierge allumé, souris d'agneau, rôti à la ficelle, purée de pommes de terre à la tapenade. À la fin, nous sommes dans la rédemption autour du bâtiment sacré. Les kakémonos qui entouraient les convives se déplacent au milieu et les séparent. Fruits défendus,
Pêche gratinée à la frangipane, sorbet de vin de messe et tuiles en vitrail. Autre exemple, autre goût, chou. En collaboration avec Stéphane Laurier, cuisinier stéphanois auréolé d'un macaron, restaurant mécanisé, usine à gaz par tous les sens, réalisé à l'occasion de la Biennale de design de Saint-Étienne. 2 rails traversant les 50 convives pour leur apporter scénographier les mets disposés en chariot interactif. Nous décidons, après d'obscures tergiversations bachiques, de faire un restaurant chou, exemple didactique qu'il l'était aussi pour le groupe d'étudiants de l'École des Beaux-Arts, embarqués dans l'aventure, exprimant les multiples façons d'interroger un produit, une idée, une intention. Voici, mise en bouche, laboratoire. Raveli au bout d'un noir, rampant dans sa cage de verre, sert baigné de vapeur chaude, cône de chou rouge à fumer entre connaisseurs et glaçons de lait au colza, grioché. Chariot suivant. Entrée, le jardin. Culture de choux-fleurs ratissée comme un niontaine, rempoté, ensemossé de pollen de fleurs et graines de coriandre, littéralement arrosé de bouillon vert, dégusté en cultivant son jardin intérieur. Ensuite le plat, mer, baignade de Milan, maillot de cuivre rutilant, chou farci au hareng, chouchi au saumon et écume d'iode à la pompe. Tourner la manivelle, chariot suivant, blablabla, blablabla, etc. Je suis allé un petit peu trop vite. Rapidement, question dessous. Si on fait appel à un designer, combien ça me coûte ? Combien ça me coûte ? Combien ça me coûte ? Combien ça me rapporte ? Ça rapporte au moins ? Ah oui, ne faites pas attention aux images, ça n'a rien à voir. Toujours question dessous. Ça, c'est un truc troc, une question. Comment on paye sa pitance ? En carte gold ? En nature ? En chèque ? En bois ? En troc ? En tronche ? Picasso. Légende ou vérité ? N'ayant pas de quoi payer la douloureuse, signe la nappe et l'attend au tenancier. Celui-ci. Pourriez-vous me faire un dessin, monsieur Picasso ? Pablo. Je ne veux pas acheter le restaurant. Je ne sais pas trop ce qu'est un bon restaurant. À vrai dire, si. C'est celui dont j'ai oublié en de voluptueuses libations la douloureuse, l'addition. 3,95 € le steak haché trop cuit collé à la mayonnaise rose, à 2 tranches de pain sucré avec des petites graines sur le dessus, avec intercalé un bout de caoutchouc fondu et 2 rondelles de tomates hors sol. Allo, une grande frite et un cheeseburger. 3,95 craché. Vous dire si je m'en souviens du prix. Je vous remercie de votre attention. Vous comprendrez que prendre la parole après Marc et puis réussir à mettre en place une scénographie après ce que nous venons de voir, c'est un petit peu compliqué. Mais on va essayer quand même. J'ai vu Éric Guérin tressauter à un moment donné et se dire « mais qu'est-ce que je suis venu faire là ?» Alors, Éric Guérin, c'est pas compliqué, c'est la Brière, donc vous voyez un terroir fort, et il est ancré à tous les sens du terme, pile poil au milieu. La mare aux oiseaux. Rien que le nom déjà. Alors Éric Guérin, le design. Il a parlé dessous. Oui. Pour moi, là, on est dans l'exposition, on est dans l'événement, on n'est pas dans la vie. Alors, je ne sais pas si j'ai ma place aujourd'hui au milieu du design. On parle de bon restaurant. Pour moi, le bon restaurant, c'est celui qui laisse une émotion, c'est celui dans lequel j'ai envie de retourner, et c'est celui auquel je pense quand je pense à un moment de plaisir, et c'est celui quand je paye à la fin, puisqu'on parle de sous, je suis content de payer en me disant comme ça il va pouvoir s'acheter encore plein de trucs et je pourrai revenir la prochaine fois, il y aura des nouveautés. Et voilà, c'est juste ça. Là, pour moi, c'est assez génial, mais on est presque dans l'art contemporain. Oui, mais enfin, Éric, moi, je veux absolument venir à la mare aux oiseaux, et pour moi, ça c'est déjà un événement. Oui, tant mieux. C'est quelque part mon design est bon. Alors. Quelque part, c'est peut-être aussi du design. Ouais. Je disais ça tout simplement parce que je suis allé sur le site. Au fait, en parlant de site, toutes ces personnes qui sont là ont des sites. Vous ne les verrez pas. Parce que bon, après tout, vous pouvez chercher vous-même. Il suffit de taper leur nom et vous trouverez. Le site, c'est déjà une invitation, mais quelque part, Marc Bretillot a communiqué, Stéphanie Sago a communiqué. Vous nous dites, on est plus dans de l'événementiel. Moi, je prétends que aller chez vous, c'est peut-être aussi un événement. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est dans la communication, c'est le site. On a avec nous un spécialiste de l'Internet et de la communication, Thierry Bourgeon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ?
Moi, je suis complètement paumé, je dois vous dire. Je suis paumé, mais je suis touché. Alors, je vais exprimer un point de vue très personnel. Je suis touché parce que ce que Marc vient de nous montrer. Pourquoi ? Parce que j'ai ri d'abord. Et que l'humour, ça nous touche. C'est de l'humain, quoi. Quand vous parlez de la communication, derrière tout ça, c'est des hommes, des femmes, des restaurants sont des hommes, des femmes. C'est des objets, c'est de la nourriture, mais avant tout, c'est une aventure d'hommes et de femmes. C'est des gens qui créent, et puis c'est des gens qui viennent apprécier cette création et qui viennent échanger avec vous. C'est de la communication aussi, mais il y a des hommes et des femmes. Alors, je suis perdu parce que, alors, en revanche, dans ce que j'ai vu de Stéphanie, il y a un truc qui m'a rendu malade, quoi. C'est la main tendue. Ben oui, mais c'est une main tendue sans aucun visage, sans aucune âme. C'est le contraire de moi, ce que je recherche. Donc la main tendue, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur parce qu'il n'y a plus rien derrière. C'est affreux, quoi. C'est un cauchemar. Donc quelque part, j'ai vécu un cauchemar. Et là, à côté, j'ai vécu un événement assez magique parce qu'il m'a fait rire. Et le rire fait partie du bonheur. C'est pour ça que d'abord, moi, je suis perdu aussi ici parce que je me demande ce que j'y fais. Non, je partage des moments extraordinaires avec vous tous, d'abord. Mais ce que je fais finalement dans ce débat, parce que quelle est la place du design dans le bon restaurant ? D'abord, le design, moi, bon, je veux bien. Ok, appelons ça le design. Mais on aurait pu dire quelle est la place, attends, je vais faire provocant, hein, quelle est la place du marketing, quelle est la place de la décoration dans un bon restaurant. Puis moi, derrière, quelle est la place de ça ? Et non, je remplacerai tout ça par quelle est la place du cœur, de la chaleur, de la convivialité, de l'honnêteté dans un bon restaurant. Mais le design, excusez-moi, ça me pose un problème. Alors peut-être qu'à la fin de cette session-là, cette émission, j'allais dire, peut-être qu'à la fin de tout ça, j'aurai tout compris. Et c'est ce que j'attends de l'intervention de nos amis designers. Voilà. Merci Thierry. Alors vous l'avez compris, Thierry est très très émotif et puis en même temps il est extrêmement réactif. Mais en même temps, le design, Stéphanie, c'est peut-être quelque chose qui doit nous permettre de réagir par rapport à des événements, par rapport à des situations, par rapport à des ambiances, par rapport à des ressentis. Oui, bien sûr. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Désolée. Allez-y, je vais m'effacer. Effectivement, juste pour revenir sur ce mur de bras, c'est une installation qui s'appelle Glory Halls et qui fait référence aux cabines de prostitution, puisqu'on travaille plus largement avec Emmanuel sur la question de la consommation, avec une lecture. Donc on est très loin du design, mais je vous disais, là, on parle vraiment d'installation artistique. Mais on est loin, mais pas tant que ça. Et en fait, en travaillant sur cette question-là de la consommation, il y a toujours derrière nos installations une lecture également critique sur ce qu'on fait qui peut être perçue. Et ce qui nous amuse dans cette installation, le Glory Hall, c'est qu'en général, elle est perçue comme quelque chose d'extrêmement convivial. Mais ceci dit, ce sont toujours des mains de femmes manicurées, élégantes. Et souvent, il y a des hommes qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais enfin, quand même, ces bras de femmes qui nous tendent quelque chose, mais nous, on ne peut rien rendre. » Ça nous met extrêmement mal à l'aise. Donc voilà, je suis ravie que vous l'ayez perçu. Mais voilà, c'était la petite parenthèse et ça sort du design. Mais pour revenir à votre question sur le design dans le restaurant, c'était quoi la question déjà ? Oh là là, c'était il y a 1 minute 15 secondes, j'ai déjà oublié. C'était la question de la création d'ambiance et de réussir à susciter, à créer des émotions chez les gens qui viennent dans les restaurants. Parce que, bon, je le disais en préambule, bien manger dans un bon restaurant, a priori, c'est un postulat. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Est-ce que dire, tiens, j'ai bien mangé dans un endroit qui était totalement anodin, dont on ne se souvient plus 30 secondes après l'avoir quitté, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui quand on a payé son addition, ou est-ce qu'il y a une part de rêve qui doit être pérenne et qui doit accompagner finalement un moment de bonheur qui a été proposé par le restaurateur ? Voilà la question. Est-ce que le design contribue à ça ? Alors oui, je pense qu'effectivement le design y contribue dans l'idée en art, on parle d'une œuvre d'art totale, par exemple, où c'est une notion qui historique, mais qui revient régulièrement. On pourrait imaginer que
cette notion-là, on puisse l'aborder également dans le domaine de la cuisine et de la salle de restaurant. Donc, imaginez aborder un espace all-over où de l'éclairage à la répartition des tables, des chaises autour d'une table. On sait qu'on selon comment on va s'asseoir, enfin, des questions de convivialité vont se poser. On peut parler du costume du serveur jusqu'aux arts de la table, ce que l'on mange, le design de ce que l'on mange également, des bouchées peuvent entrer en compte. Mais après, est-ce que c'est absolument nécessaire? Je ne sais pas. Enfin, comme Marc l'expliquait très bien dans sa présentation, est-ce que c'est nécessaire ou superflu? Bonne question. En même temps, on a Éric Guérin qui est avec nous. Il nous a apporté tout un tas d'éléments visuels. Et puis, on demandera à Marc Ferrière-Levaillère tout à l'heure de rebondir par rapport à cet art contemporain, au design contemporain. Éric, a priori... Moi, il y a juste une chose pour revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir avec Stéphanie et Marc. On parle du bon restaurant et en même temps, je pense qu'on est tous d'accord. Là, on est dans une installation éphémère. C'est pas du tout applicable au restaurant. Je pourrais pas imaginer embaucher 25 jolies filles avec des jolies mains, même si elles en ont 2, pour mettre les mains dans les trous et servir à manger tous les midis et tous les soirs. Donc on n'est pas dans la vie de tous les jours et c'est pas adaptable à un restaurant. Moi, ce que j'aurais aimé voir aujourd'hui, c'est savoir ce que vous faites pour un restaurant quotidiennement. Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Est-ce que vous jouez vraiment avec les chefs? Est-ce que vous pouvez apporter, par exemple à moi je ne suis pas un bon client pour vous parce que je fais tout seul, mais est-ce que vous pouvez m'apporter quelque chose aujourd'hui dans mon restaurant qui soit utilisable et qui m'apporte de nouvelles idées et qui me fasse avancer tout en étant inscrit dans mon histoire et qui puisse m'apporter quelque chose de différent et de nouveau? Très clairement, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des partenariats avec des chefs, il y a un cahier des charges qui est établi sur où est-ce qu'on veut aller et ce qu'on veut obtenir. À la fois c'est de l'événementiel, mais qui sert de réflexion à des choses qui peuvent être plus appliquées, ce qu'a expliqué Stéphanie Sabot. C'est-à-dire qu'il y a une partie de recherche qui tend vers l'art contemporain, mais qui peut très bien trouver des applications dans l'industrie agroalimentaire ou dans des espaces de restauration. L'autre truc sur ce terme de bon restaurant, et c'est pour ça que j'ai dit en préambule que je ne savais pas ce que c'était, on a tous, parce que on est quelque part du même monde, du même sérail, une idée du bon restaurant qui est le 3 macarons avec une réception impeccable et des plats bien dressés, etc., etc. Mais je pense que pour un ado qui a 12 ans, le bon restaurant, c'est pas ça. Pour quelqu'un qui est en fin de vie, le bon restaurant, c'est pas ça non plus. Donc il y a plein de choses à imaginer par rapport à cette idée de comment on peut se restaurer en dehors de son domicile de façon satisfaisante. Vous aviez cité tout à l'heure une anecdote sur la terre et le ciel. Vous pouvez la rappeler parce que c'est une très belle phrase. Parce que heureusement, je me ressource moi en Périgord, ça me fait du bien, hein, surtout quand j'assiste à ce genre de choses, quand on me parle design. Ça remet les choses à l'équerre. Et il n'y a pas tellement longtemps, je rencontrais un restaurateur du Périgord, un bon gros, sympathique, un peu comme ça, qui me disait, tu sais Thierry, la terre est décidément bien basse, le ciel est très haut, tu sais, il n'y a que la table qui soit à la bonne hauteur. Voilà, ça remet les choses un peu en place, c'était ça. Ouais, alors moi j'adore ça. J'adore ça. Et la seule question que j'ai envie de poser en tant que designer, un petit peu terre à terre, à quelle hauteur est la table? Est-ce que c'est 70, 73? La population, par exemple, il y a des études menées par le CTBA et le VIA sur les hauteurs de table. Elles n'ont pas été modifiées depuis le 19e, on est à 70 cm. La taille de la population grandit. Donc on a des tables qui deviennent de plus en plus basses. Peut-être qu'on va se retrouver comme les Romains, à avoir une table qui va nous arriver à la hauteur des genoux. Mais ça, c'est des vraies questions de design. C'est-à-dire que sur tous les points comme ça, sur des habitudes culturelles, etc., on peut remettre les choses à plat en disant, voilà, pourquoi ça fonctionne comme ça? Est-ce que c'est réellement judicieux? Ou est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Alors là, bien sûr, enfin un peu de prévoque, machin, on vous montre des trucs qui sont, qui sortent de tous les jours. Mais ces questionnements-là servent à repositionner les choses et à dire est-ce que légitimement
la table est à la bonne hauteur. Est-ce que notre façon de fonctionner sur le principe de restauration, comme le défend admirablement Candebord, en disant moi le modèle français et ma clientèle elle est française, c'est la bonne façon de fonctionner. C'est vrai que dans une période de crise, ça fonctionne très bien. Mais il y a eu aussi une période où, de l'autre côté des Pyrénées, on s'est dit tiens, l'innovation vient de là. Les chefs français se sont posés des questions. Voilà, le design sert à se poser des questions, ce sont des outils. À chaque fois, c'est aussi des rencontres d'hommes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et vous parliez de l'humain. À chaque fois qu'on a fait des projets, c'était des rencontres avec des personnes. Il faut que ça fonctionne bien, il faut qu'on se pose à peu près les mêmes questions et qu'on arrive chacun avec ses expertises différentes, ses méthodologies de travail qui sont différentes. Et peut-être que je pourrais travailler avec Eric, je ne sais pas, si un jour il trouve que mon travail est intéressant et que je trouve que son restaurant l'est aussi, on trouvera peut-être un terrain d'entente. Je travaille régulièrement avec des chefs de façon ponctuelle ou pérenne. Mais à chaque fois, c'est de dire, voilà, on se met à deux autour d'une table, on n'a pas forcément la même façon de fonctionner ou les mêmes univers, on va voir comment l'un peut enrichir l'autre. C'est pas plus compliqué que ça, le design, c'est des histoires de projet, c'est tout. Merci Marc. Donc Marc Bretillot qui nous définit un petit peu finalement, un peu en contradiction avec toi Thierry, hein, tu l'as attaqué mais il t'a bien eu là. Éric Guérin, vous avez amené des objets, vous avez apporté avec vous des objets de votre quotidien de restaurateur. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sens ont ces objets? Et ça fera le lien finalement avec ce que précisait Marc Bretillot, puisqu'on était un petit peu dans la fonctionnalité de l'objet, on était véritablement dans le sens, peut-être, pardon si j'use le terme, de l'ergonomie. C'est une des grandes questions du design, c'est l'utilité, l'ergonomie, la fonction. La maintenance peut-être aussi. Ça, c'est vraiment l'histoire de cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. On peut se dire, sur un événement, on va mettre de côté les problèmes de maintenance, on va choisir des plats pour que ça puisse être facilement réchauffable, etc., ce qu'on fait chez les traiteurs, par exemple, ou de dire, non, moi, mon cahier des charges, comme le fait des sociétés qui fonctionnent bien dans les fast-food, etc., où ils font appel à des designers extérieurs avec des résultats qui sont probants. Alors attention, hein, je mets pas ça en exergue en disant voilà ce qu'il faut faire. Je pense que c'est même un des dangers du design. Là, je me fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que les choses, à force d'être tellement bien pensées, trop pensées par des équipes pluridisciplinaires, peuvent perdre de l'âme, en tout cas de la singularité. Et c'est extrêmement dommageable de rentrer dans un appartement, où que ça soit en France, même dans le Béarn, dans le fin fond du Béarn, et de s'asseoir sur des chaises Ikea, où qu'on soit. Et ça, c'est un des effets du design qui peut être néfaste. Mais après, vous pouvez aussi aller avec des designers auteurs et avoir des parcours singuliers et de monter des projets qui soient singuliers. Bon, alors Éric Guérin, montrez-nous un petit peu ce que vous avez apporté. Est-ce que vous tenez vraiment au déballage de printemps? Ah oui, je veux un déballage de printemps, tout simplement, parce que tout à l'heure, vous avez dit je fais tout moi-même. Alors peut-être que vous êtes un grand designer. Oui, alors moi, encore une fois, par rapport à ce problème de design, justement, tu parlais d'âme, et justement, c'est ça que je trouve souvent, ça manque d'âme, parce que c'est fait par quelqu'un d'autre. Et moi, ce que j'aime, c'est l'évolution. Ma cuisine évolue tout le temps, et j'aime bien, c'est mon mode d'expression, et j'aime bien mon mode d'expression aille dans la salle, et qu'il évolue, qu'il bouge. Et justement, je change tout. C'est pareil, il y a beaucoup de maisons qui créent un logo, qui créent vraiment cette image-là. Moi, mon logo, il change tout le temps. Si je suis dans la rue, c'est un petit canari jaune comme ça, un peu trash, avec un peu punk. Et puis, chez moi, ça dépend. Au départ, on a commencé avec une petite bécassine. Aujourd'hui, si je vais en Afrique et que je prends une photo, j'ai pris une photo comme ça avec... je ne sais pas si tu vois, d'un héron qui s'envole... dans les palétuviers, je sais pas si tout le monde pourra voir, c'est peut-être un petit peu loin, mais bon. On a fait notre communication pendant presque un an là-dessus, et puis finalement ça me plaisait plus. Aujourd'hui, on est dans les cartes de visite un petit peu comme ça, un peu plus travaillées. Bon, on n'en a pas fait qu'une parce que l'intérêt c'est que les gens s'amusent un peu, donc il y en a 11 différentes. Voilà, on a même la tête du chef si on a envie d'emmener quelque chose. Par exemple, sur les enveloppes, on met que le site internet parce que ça nous ramène directement à l'essentiel. C'est vraiment le magazine de la maison. On est allé voir aussi dans les grandes surfaces.
quand ils proposent des bons cadeaux, parce qu'on demande souvent aux restaurateurs des bons cadeaux, et au lieu de donner un truc griffonné ou juste taper à la machine, on a fait des vrais bons cadeaux. Ouais, Eric, est-ce que c'est du design encore ça, ou est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est de la mercatique? Moi, je suis pas designer, mais je crée une image maison qui me ressemble, que j'aime, qui évolue avec moi et qui apparemment fonctionne pas trop mal. Et par exemple, quand je trouve une tasse comme ça qui me plaît sur le salon Maison Objet, qu'on me dit ah bah oui, Thierry Marx a pris la même, Alain Ducasse a pris la même, bon bah qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi parce que la tasse elle me plaît bien, puis j'aime bien son côté. Et ben je vais travailler avec Elisabeth Monroy avec qui je travaille et avec qui je fais à peu près 3 collections d'assiettes par an, et je lui demande de trouver quelque chose. Et on est parti sur du bois sablé comme ça avec des petits insignes maison et du coup la tasse elle devient comme ça, le café est servi comme ça avec un petit sucre à côté, et on est dans autre chose. Alors est-ce que c'est du design? Ça c'est plus Marc ou Stéphanie qui peuvent le dire. Moi je suis juste dans une expression personnelle de quelque chose qui me plaît bien, qui est beau. Quand je rencontre une artiste comme Béatrice Rigaud qui travaille sur le papier de légumes et qui fait des abat-jours, je lui dis ah mince, je fais des abat-jours, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour ma carte? Et puis on sort ce carnet de route maison qui est, je pense, presque une œuvre d'art, puisque d'abord on a mis 9 mois pour en faire 20. On est allé cueillir, on a récupéré, tous les légumes viennent de la mare aux oiseaux, tous les végétaux viennent de la bruyère. Elle les a travaillés pendant 9 mois pour les faire, et c'est quelque chose qui coûte de l'argent que je peux pas donner. Et voilà. Et moi, c'est vraiment, on rentre dans mon histoire, on comprend mon univers. Ou alors on le comprend pas, on peut être complètement hermétique. Mais bon, pour moi, c'est ça. Les assiettes, c'est pareil. Quand j'ai envie de travailler, je sais qu'on s'est rencontrés sur le salon Équipe Hôtel où j'avais cette assiette-là. Il y a une assiette que j'ai adorée. Voilà, cette assiette-là qui représente des petits roseaux et des éphémères. Bon, bah, on peut dire, tiens, c'est joli, il a mis des petits roseaux puis des éphémères. Pour moi, la cuisine est un art éphémère quelque part. Et en même temps, c'est l'équilibre de la nature. Bon, bah, là, on le retrouve dans l'assiette. C'est Elisabeth qui a réussi à exprimer ça. Bon, c'est vrai que Alors là, Eric vous fait un petit raccourci en fait d'une création culinaire qu'il a imaginée et pour laquelle il lui fallait un support bien spécifique parce que son plat effectivement est éphémère. Il met en évidence des produits de la Brière et il a voulu rappeler à travers l'insecte, l'éphémère, la brièveté de ce petit moment de bonheur qu'il allait donner à ses clients. Alors, j'ai reçu un grand coup de poing dans l'épaule. Je te donne un coup de poing parce que sur la Radio du Goût, qui est un site internet pour Radio France, Radio du Goût, je cherche les hommes et les femmes. Et quand je parle d'un chef, je ne fais pas une critique du tout gastronomique, ce n'est pas mon métier, mais j'essaye de savoir ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. Et ce qui est extraordinaire avec toi, je te tutoie parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, je ne suis jamais allé manger chez lui. Mais je dois dire qu'à travers ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a expliqué, et notamment tous ces objets-là, son site Internet, et on va, j'espère, parler de l'Internet aussi, du nouveau média dans la vision qu'on peut avoir d'un bon restaurant, parce que je pense que ça rentre dans la part du design, l'apparition de l'image, des écrans, tout ça. Eh bien, je veux dire que je vous invite à aller sur son site. Je suis allé sur son site. Je ne suis pas allé chez lui dans son restaurant, mais sur son site. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai envie d'aller chez lui. C'est-à-dire que, d'abord, en m'étant promené sur son site, en ayant vécu, en ayant presque respiré l'ambiance de son site, j'ai senti les odeurs de ta cuisine. Et quand je vois les objets ici, et la façon, et on appelle ça design si on veut, mais de ces objets-là, la façon dont ils ont été imaginés, eh ben on va les appeler design si on veut, dont ils ont été imaginés, conçus, travaillés avec d'autres, avec des hommes et aussi des femmes, ça me donne envie d'aller à ta table. Voilà, c'est tout. Oui, mais moi, mon site, il est très personnel aussi parce qu'il évolue tout le temps, parce que j'écris les textes, je fais les photos, enfin tout est perso. Aujourd'hui, un site, c'est bien, mais sur un site, on vend aussi n'importe quoi. On prend un coin de table avec une jolie assiette et on dit mon restaurant est magnifique. Après, il faut que le reflet, et en tout cas, il faut quand on arrive dans les maisons, on retrouve. Moi, ce que j'aime dans mon site, c'est que les gens arrivent chez nous, ils nous appellent déjà par nos prénoms, et ils connaissent Marine, qui est ma directrice de salle, ils savent les petites histoires de la maison, et on a tout de suite une relation qui est différente,
qui nous entraîne, alors je ne sais pas si c'est un design après de restaurant, mais ils nous entraînent à partager un moment qui est complètement différent, parce qu'ils connaissent la maison et ils connaissent l'histoire de la maison. Et moi, j'ai déjà été personnellement blessé parce que je suis cuisinier, mais en ayant fait traverser la France pour aller manger dans des très grandes maisons très étoilées, et d'arriver dans un univers, hop, je m'assois, on me met un petit tube avec une essence de sapin ou autre chose comme ça, et je comprends rien, et je suis parti pour le voyage, et je suis frustré en sortant, parce que je dis, bah voilà, ça y est, c'est fini, j'ai fait 8 heures de route, j'ai roulé très vite parce que j'étais en retard, et j'arrive là, ça se passe très vite, et finalement, j'ai rien compris. Et bon, moi, j'essaye juste d'amener les gens à comprendre avant, par des petits gestes, par des objets, par tout ce qui se passe, par les bruits chez moi. On me demande toujours quel est mon CD, mais c'est juste les oiseaux qui chantent à la maison. Il y a plein de choses comme ça. Là, on rentre dans une période, on est à Noël. Moi, je suis à moitié alsacien. Je trouvais qu'en Pays de Loire, à part un truc commercial, Noël, c'était très triste. Je me retrouvais avec tous les couples qui n'avaient pas d'enfants, des choses comme ça. J'ai voulu en faire quelque chose de plus amusant. La petite chaumière, ça m'a amené à acheter des ours. Alors au début, j'avais un tout petit restaurant, j'achetais 10 ours ou 20 ours par an. Aujourd'hui, j'en suis à acheter des œuvres d'art, à avoir des artistes qui me proposent d'exposer les ours chez moi. Et j'en achète 200 à 300 par an, donc c'est un gros investissement. Là, cette année, on va présenter à peu près 1500 ours. La maison, on a préparé les plaquettes, on a tout préparé. Pendant 2 mois, ça s'appelle plus les Mares aux oiseaux, c'est la maison des ours. On a le salon, c'est le salon câlin. Et je peux vous dire que les gens arrivent là, même les plus fermés, les plus stressés de leur journée, on les retrouve en train de caresser un ours, ou on trouve madame en train de dormir avec 3 ours dessus. Et il se passe tous les ans des choses extraordinaires. Et on est juste dans la vie, on n'est plus seulement dans un restaurant. Et on est dans la vie, et je peux même continuer dans mon déballage de printemps. C'est très proche du Glory Halls. Absolument. Mais on sait maintenant où est passé l'ours des Pyrénées. Ouais. Il est en Brière, il est à la mare aux ours, c'est ça? La maison des ours, ouais. Voilà, on a l'assiette maison des ours. Bon, on en a 10 comme ça. Hein. On en a d'autres avec des petites boules de Noël. Voilà, on rentre complètement dans un univers, tout change. C'est-à-dire que là, on plie les assiettes, on en sort d'autres. En ce moment, c'est le gibier. Je sors des assiettes avec du gibier dessus. L'été, celles-là, elles sont dans un placard. Tout ça, c'est un investissement. Alors, je pense que voilà, on va même jusqu'aux petites bougies, les petites bougies en forme de nounours. En plus, on en offre une à chaque client. Voilà, c'est des... Bon, il faut vraiment que j'y aille. Je veux absolument avoir mon petit nounours. Merci, Eric. Marc de Ferrière-Levaillère, vous êtes historien. Là, on vient de le voir. Oui, ne cassez pas la vaisselle. Hein. On vient de le voir à chaque changement de saison, évidemment, changement de produit, changement de style culinaire. On a parlé d'Internet. On est vraiment dans du design contemporain avec Marc Bretillo et puis aussi avec la présentation en ouverture de Stéphanie Sago. Qu'en pense l'historien finalement de cette évocation du design, des ambiances, des objets, de leur fonctionnalité dans le bon restaurant? J'aurais tendance à dire 2 réponses. Ou j'ai rien à faire ici parce que j'ai rien à dire. À vous écouter, je me le demande parfois, mais Thierry l'a déjà dit, alors ça fait un peu... Ou bien je me demande si le titre de ta table ronde n'est pas très mal choisi et totalement inadapté à ceux dont on parle. Je ne suis pas sûr du tout, quand on l'écoute, que ce soit du design. Moi, je crois qu'on est en train de parler d'ambiance. Et là, en tant qu'historien, je me sens mieux parce que... ils vont me taper dessus, les deux. Là. Mais j'aurais tendance à dire que le design, c'est réducteur. Le design, c'est un élément d'une ambiance. Et en tant qu'historien, je le retrouve parce que ce qu'il est en train de nous décrire, là, finalement, c'est pas très éloigné d'une table au service à la française où le décor était un élément du plaisir des gens qui mangeaient. Et puis au 19e, on nous a inventé des choses nouvelles, avec une étiquette d'ailleurs un peu rigide, qui a contribué, quand elle est devenue trop rigide, à tuer le plaisir de la table. Et d'où un espace pour les designers comme Marc, par exemple, qui viennent nous réintroduire des choses nouvelles pour qu'on s'y sente à nouveau mieux dans l'ambiance, parce que l'étiquette qui s'est figée a fini par rendre insupportable l'ambiance qu'il y avait. C'est ce que tu dis quand tu vas dans un 3 étoiles où tu te sens mal et où tu ne comprends pas. Alors je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de comprendre. Moi je crois vraiment que le bon restaurant, c'est le restaurant où on se sent bien. C'est ce que tu disais. Un enfant de 12 ans
Un adulte qui a réussi, suivant le jour, suivant l'heure, suivant le machin, va pas se sentir bien dans le même type de restaurant. Et ce qu'il faut, c'est que tout. Autrefois, on disait pas de faute de goût. C'est ça, finalement, le bon design. C'est pas de faute de goût. Alors, quand ils s'amusent à changer les assiettes en fonction d'eux, bah oui, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que j'ai un décor qui correspond à ce qui est dans l'assiette, à ce que je mange, à ce que j'ai envie d'avoir, à l'ambiance que j'ai. Et là, on est dans une continuité complète. Mais moi, en tant qu'historien, je ne crois pas que ce soit du design. Je pense que c'est simplement le restaurant dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent. Il y a une part de design, il y a une part de... Puis, quand même pas oublier que derrière tout ça, il faut qu'il y ait de la cuisine. Parce qu'à la longue... Moi, c'est ce qui m'a choqué tout à l'heure. J'ai été choqué aussi parce que Stéphanie nous a montré... Elle a réussi à nous montrer des poires Belle Hélène avec du chocolat virtuel. Moi, alors, le chocolat virtuel, ça me fait hurler. J'arrive pas à avoir le goût que ça peut avoir. Non, mais... alors, c'est vraiment l'objectif, hein, c'était créer une frustration. C'est réussi. Comme le Glorious. C'est réussi. Mais bien sûr. Si vous voulez, le chocolat était à l'intérieur de la poire. Mais comme je dis encore une fois, enfin bon, c'est une expérience artistique à un moment donné. Mais quand on reparle, enfin je sais pas, quand tu parles là de humer des saveurs ou etc. Et c'est vrai que là on respire, on l'a peut-être pas en bouche. Mais il y a toujours un débat comme ça qui est relancé, une espèce de confrontation entre ancien, moderne et tout ça. Et je ne sais pas, la notion de bon restaurant, elle est totalement subjective. Peut-être que, je ne sais pas, et je pense que pour plein d'entre nous, le bon restaurant, ça peut être une expérience extraordinaire chez Ferran Adria. Et moi, je viens d'une famille d'ostréiculteurs, donc c'est aussi manger des huîtres comme ça, dans la petite dégustation sur le porc, et les deux ne s'opposent pas. Alors après, et la question du design peut intervenir dans l'ensemble de ces champs-là. Volontairement, je n'ai pas sélectionné des projets, certains notamment, qu'on a pu faire ensemble avec Marc dans un centre d'art qui s'appelle La Cuisine, qui est en Midi-Pyrénées, que je dirige, où justement l'idée c'est de confronter tout le temps des artistes et des designers à des artisans, des artisans des métiers de bouche qui ont énormément de tradition derrière eux, etc., ou travailler avec des agriculteurs. La rencontre a lieu, c'est bien de rencontre dont on parle, et elle se produit très bien, et il y a des produits qui vont être développés, qui fonctionnent, alors pas toujours, il y a des ratés évidemment, comme partout, mais à un moment donné, il y a une notion de cahier des charges qui est derrière, et effectivement, ça n'aurait pas de sens de faire un Glory Halls chez le fromager de Montauban, par exemple. On ne parle pas du tout de la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le plasticien est là pour se faire poser des questions, donc justement, c'est tant mieux pour qu'il y ait des réactions, pour qu'il interroge et pour qu'il amène à ouvrir les yeux aussi, à regarder un petit peu autour de nous ce qui se passe. Et le design est une discipline plutôt globale, en fait, qui permet, qui peut intervenir, à mon sens, dans le restaurant. Et effectivement, on peut, à un moment donné, peut-être le confondre. Vous parliez de la notion d'ambiance. Attention à ne pas le réduire non plus à la forme d'une assiette. C'est-à-dire que l'approche peut être très globale. Ça peut aller jusqu'à de l'architecture d'intérieur. On n'est pas choqué aujourd'hui qu'un cuisinier, par exemple, travaille avec un architecte pour définir l'ambiance et le caractère de son lieu, ou qu'il achète des assiettes produites en série qui ont été pensées à un moment donné par un designer, ou de travailler directement avec quelqu'un pour faire ses plats. Après, il y a juste différentes échelles possibles. Oui, justement, je crois que ce qu'il faut arriver à comprendre aujourd'hui dans ce débat, s'il y a débat, c'est vraiment de comprendre votre place qui n'est pas celle d'un architecte d'intérieur. Et là, moi, j'arrive plus avec... moi, je suis plus quelque part, je prends la place de l'architecte d'intérieur, pas celle du designer. Mais le designer, j'ai un peu de mal à comprendre comment il peut intervenir dans mon monde. Non, mais alors là, franchement, vous ne nous avez pas facilité la tâche. Parce que des Éric Guérin qui conçoivent la globalité d'un restaurant, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, vous nous avez choisi un espèce de cas d'espèce qui est à la fois designer, en tout cas, ce qui est vachement important et ce que traite le design, c'est de la cohérence du lieu, de l'espace, de ce qu'on mange. Et là, on a un exemple qui est parfait. Il fait quand même appel à des expertises extérieures, même s'il revendique sa personnalité, mais ça, c'est aussi ce qui se passe avec un designer. Il y a une confrontation
créative entre le chef et le designer, s'ils sont au même niveau, ils construisent les choses de concert. Après, si le designer est plus fort, c'est lui qui va prendre le dessus sur l'aspect créatif. Si le chef est plus fort, c'est le designer qui va être un peu en dessous. Mais bon, ça, c'est l'histoire de relations humaines. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des expertises extérieures dans son restaurant. Que lui, finalement, moi, je pensais que les chefs, ils étaient tout le temps 16 heures par jour derrière leur piano, qui dormaient à peine la nuit. Il arrive quand même à écrire, il arrive à faire son site, et il arrive à faire dessiner sa vaisselle, etc. Bon, ça, c'est une nouveauté. Pour moi, je découvre. Je pense qu'il n'y en a pas énormément. Des gens qui arrivent à s'extraire comme ça de leur production, d'être toujours le nez dans le guidon, de sortir de leur cuisine pour voir les choses un peu différemment. C'est aussi une des fonctions du designer, d'arriver avec ce regard candide et non expert sur la cuisine et de dire vous faites ça depuis 15 ans, vous faites chier à faire ce truc-là, ce geste-là. Est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? C'est juste peut-être poser des questions. C'est à la fois pas grand-chose, c'est à la fois énormément. Quand vous nous amenez un spécimen comme Eric Guin, c'est sûr que vous nous coupez un peu l'herbe sur le pied et c'est pas notre meilleur client. Mais des chefs qui n'ont pas beaucoup d'imagination, il y en a aussi beaucoup. Je n'étais pas là pour faire votre marché, Marc Bretillo. Ceci étant... Je voudrais rebondir un peu. Oui. Moi, il y a une deuxième chose qui m'étonne. Je ne sais pas depuis combien de temps là, on discute. J'ai l'impression qu'il manque un personnage dans tout ce qu'on est en train de dire. Je ne vois pas le client, le mangeur. Je peux être le client et le mangeur. Non, mais j'ai l'impression qu'on le positionne comme un simple spectateur. Mais est-ce que le bon restaurant, c'est simplement d'être spectateur du dialogue entre le chef et le designer? Alors du chef sans imagination et du designer, puisque dans l'autre cas, on a l'avantage d'avoir le chef qui fait tout. Non, ça c'est une question qui est vachement intéressante, qui est celle de la prise d'action du mangeur. Et comment on peut être acteur de son manger? C'est pas très beau ce que je viens de dire, mais vous avez compris. C'est-à-dire comment, par exemple même sur des plats industriels, comment on peut introduire de la cuisine? Parce que finalement la cuisine c'est la vie, et puis c'est quand même un acte créatif incroyable. Et puis c'est aussi une relation à la matière. On est dans une époque où on parle d'écran, etc. Il y a une partie de la population qui passe son temps derrière des écrans. Quand ils rentrent chez eux, ils se remettent un coup d'internet et puis 3 heures de télé. Et donc on vit derrière ces trucs-là. Et plus une pomme de terre, c'est tout con, mais ça quand même, il y a un geste d'humanité et de retour à la matière qui est presque un équilibre naturel. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, si, voilà, ça me revient. C'est cette histoire de comment on peut introduire dans la restauration une prise de participation du mangeur à ce qu'il mange. Moi, alors franchement, il y a un truc qui me fait chier dans la gastronomie, c'est les trucs qui sont désossés. Les poissons qui sont sans arête. Ils sortent d'où? Alors on est tous en train de se plaindre en disant tiens, on vous sert des poissons carrés panés, ça n'a pas le gueule de poisson. Mais vous allez dans un restaurant sous prétexte d'avoir un service supplémentaire, il n'y a plus d'arête, il n'y a plus d'os. Moi, j'adore ronger un os. Et à chaque fois, je vais dans un restaurant comme ça, chez Pierre Gagnère, et autant que j'aime sa cuisine, la dernière fois, il y avait une côte de veau, il n'y avait plus d'os. Je lui dis, mais attendez, ça va, mettez-moi l'os. Et ils sont allés me rechercher l'os. Son second m'a dit, attendez, vous êtes en train de manger ce que la brigade mange après. Je trouve qu'il y a un truc intéressant là, parce qu'attention, ils prennent une place incroyable, ça devient les ayatollahs, les designers. Attendez, si on reprend les termes, ils font du marketing, ils font de la décoration, ils font de l'ergonomie, ils font de la communication, ils élaborent des cahiers des charges, ils sont chargés de la cohérence et les voilà maintenant qui font de la cuisine. Alors moi, je suis désolé, mais vous prenez pour quoi ? Pardon, mais moi je connais des webmasters de sites qui font de la cuisine et qui s'inscrivent même au CAP de cuisine. Bon, alors là c'est une attaque directe, j'y réponds. Non, mais c'est vrai que je m'occupe d'un site et je passe mon CAP de cuisine à partir du 5 janvier. C'est vrai, mais ça c'est simplement pour essayer de parler la même langue que pas des designers, hein, de vous. Ouais.
pour mieux comprendre. Non, mais je on joue un peu là-dessus, mais ça devient fou. L'étiquette de charlatan, parce que vous avez posé de me la dire, mais je me la sers. Mais Non, c'était une petite histoire entre nous. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc, Marc ? Non, mais j'aime bien cette idée de charlatan en plus. Hein. Mais en tout cas, le designer. Après, j'ai l'impression de vendre ma boutique, mais c'est pas le cas. Hein. C'est quelqu'un qui se place un peu au carrefour des connaissances. C'est-à-dire qu'il doit faire le pont entre une certaine modernité, parce qu'on n'y échappe pas, même si la cuisine est toujours en retrait de la modernité, parce qu'il faut que les choses soient validées dans tous les autres domaines pour que la cuisine commence à s'intéresser un petit peu à la modernité. Entre des expériences qui sont un peu jusqu'aboutistes, comme l'art contemporain, s'intéresser à ce qui se fait dans les galeries, les artistes qui questionnent la société à travers leur production, donc ils vont un peu à la pêche à ça, et puis à des expertises techniques. Vous savez, il y a 5 ans, ou même 10 ans, Hervé Tisse, il aurait été à ma place, c'était pareil, quoi. Hein. Vous le traitiez de charlatan. Maintenant, cette expertise-là, elle est tout à fait intégrée. Vous le traiterez peut-être encore de charlatan. Par exemple, il y a une expertise qui arrive dans les restaurants. Parce que Éric Guérin, il me fait marrer, parce que je ne sais pas comment il se démerde, mais on a de plus en plus de contraintes dans les restaurants. Sur les problèmes d'hygiène, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, comme les ingénieurs hygiène. Il y a des restaurants avec des grosses brigades et tout qui engagent des gens juste pour voir comment l'approvisionnement. Bon, ça, c'est un métier qui n'existait pas. Avant, on se démerdait, on mettait un peu de glace sur le poisson quand il y en avait, etc. Donc, le design, c'est une autre expertise. On y a accès, on veut en avoir accès, ou on n'y a pas accès, peu importe, mais c'est quelque chose qui est une carte supplémentaire à développer des projets. Marc de Ferrière, on l'a bien compris, il y a des détracteurs. Si on observe par exemple le groupe Alain Ducasse qui travaille avec, je crois, Patrick Juin et le cabinet de Patrick Juin, quand on prend contact avec eux, ils se définissent comme étant des designers. On est bien dans de la restauration contemporaine, on est bien dans du design. Je crois que Pierre Gagnère travaille aussi avec des designers, beaucoup d'autres. Oui, mais il ne faut pas croire non plus qu'on est en train de réinventer la roue. Moi, je ne crois pas qu'on ait jamais créé un restaurant sans penser. Enfin, un chef au 18e, au 19e, quand il créait un restaurant, il pensait à son décor, à son design, etc. Les assiettes. Alors, c'était pas poussé comme aujourd'hui, parce que Marc a raison. Aujourd'hui, on est dans c'est ce qu'ils nous ont montré. On est dans de l'art contemporain qui interroge la société actuelle. Donc, il nous montre des choses différentes. Mais l'artiste qui, en 1850, travaille pour un chef, il fait la même chose. Quand un Bracquemont crée des assiettes modernes pour les chefs dans les années 1860 dans l'Art Nouveau, Bracquemont, il fait du design moderne de 1860. Il n'est pas différent de ce que fait Marc aujourd'hui ou de ce que fait Stéphanie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus nier la chose. On n'a jamais fait de la cuisine sans décor. On a toujours vu la cuisine liée à l'art. Ça, ça fait partie de la continuité, ça a toujours été. Le chef, a toujours été un artiste qui avait le souci de présenter son plat de telle sorte qu'il soit bon, mais qu'il soit aussi beau. Un plat ne peut pas être bon s'il est moche. Et jamais un chef n'a fait un bon plat moche. Et un bon plat beau, c'est un plat qui est bien présenté. Alors après, le beau, il est subjectif et il dépend de l'époque. Donc, on a de l'art du 19e qui correspond à la cuisine du 19e, et puis aujourd'hui, on a des designers contemporains. Mais de ce point de vue-là, on est dans la continuité. Alors après, c'est vrai que ça peut aller trop loin. Le risque, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais attention, il ne faut pas oublier le mangeur. Et Marc, finalement, ne me donne pas tort. Il est quand même au bout de la chaîne, si j'ose dire. Il faut faire attention que le décor ne prenne pas le pas sur la cuisine. Quand tu nous présentes tout ce que tu mets dans ton restaurant, c'est quand même au bout du compte pour valoriser ce que tu fais derrière ton fourneau. Oui, mais enfin, c'est aussi parce que tu es chef. Tu n'es pas autre chose, tu es d'abord chef.
Et je crois que c'est ça aussi. Et là, de ce point de vue-là, on est dans une démarche qui n'est pas très originelle. Enfin, c'est une démarche de son temps qui évolue avec le temps. Non, mais à contrario, par exemple, s'il prend dans les constructions culinaires qu'il réalise, s'il prend de la vaisselle blanche classique, s'il ne met pas des objets qui font, à mon sens, partie intégrante d'une unité, dans quelque chose que j'oserais appeler une construction globale, une véritable construction systémique, et l'ensemble de l'entreprise est construite autour de ça, moi je pense qu'il va manquer quand même quelque chose. Donc peut-être est-ce de la personnalisation, peut-être est-ce un vecteur de communication, je dis ça pour mon ami Thierry qui vraiment est réfractaire au terme de design. C'est la différence entre un restaurant de cantine et un restaurant. Il n'y a personne, aucun chef ne personnalise pas. Donc dans un cas, tu as de la standardisation où tu vas trouver, quel que soit le chef, le même décor. C'est aussi con qu'une chaise Ikea. Et puis dans l'autre cas, tu as le chef qui décore et qui travaille avec des gens. Donc on est quasiment à la conclusion de notre table ronde avec les objectifs qu'on s'était initialement fixés. 1, se taper dessus. 2, distraire un petit peu tout le monde. 3, déterminer que la mare aux oiseaux n'est pas une cantine. On va peut-être demander au public de nous poser quelques questions. Je vais juste ajouter, évidemment, le décor et les artistes ont toujours fait partie de la table. Et j'ajouterai même la littérature, parce qu'il n'y a pas de cuisine sans littérature et sans mots. Même peut-être plus que le décor. Mais il y a eu quand même une période où quand les chefs sont sortis des palaces et que leurs épouses ont fait les décors des restaurants, les nappes rosées en nylon, c'était quand même pas de jobard. Bon, maintenant ça a tendance à passer, mais on s'en est quand même farci pas mal. Bon, les assiettes étaient bien, tout ça, mais alors, franchement, il y en a quelques-uns, une série, comment on dit, on pourrait faire un cahier des horreurs. Et surtout de l'inadéquation à l'époque de ces restaurants qui ont été décorés par les épouses de chefs. Bon, on va peut-être demander aux personnes du public si elles souhaitent vous interpeller sur le design. Est-ce qu'on a des micros à chef qui pourraient circuler? Oui, voilà, j'aperçois là-haut quelqu'un qui a un micro. Pas de questions, c'est génial. Ça y est, ils dorment tous, on va pouvoir les manger, c'est formidable. Ah, on a un téméraire. Tous les regards se braquent vers lui. Oui, c'est vraiment pour animer. Oui. Voilà, ça c'est du design. On se déplace sur la scène. Alors au départ, on voulait tout bouger. Et puis finalement, on n'a rien bougé du tout. Donc ma question porte sur un thème dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, enfin je vous en ai pas entendu parler en tout cas, c'est le design du contenu de l'assiette. Je pensais que ça serait un terme qui était abordé, parce que de plus en plus, il me semble, à ouvrir les livres de cuisine des grands chefs, que ça devient un art visuel complètement incroyable. Et donc je voulais savoir si aujourd'hui, dans le bon restaurant, c'était quelque chose qui allait se développer de plus en plus et qui en avait la charge. Ouais, si je peux répondre une petite chose, c'est qu'il vient de me dire qu'il ne fallait pas enlever les arêtes et les os. Donc si je lui demande de me faire du design de produits directement, il ne va pas me travailler sur le pigeon pour en faire un cube et que je le serve en cube ou en étoile, mais il va me faire une assiette avec un trou pour mettre les os. Je sais pas, si j'ai compris. C'est ma sensibilité. Non, mais je pense il n'y a même pas besoin de faire un trou dans l'assiette pour mettre les os, parce que les os, c'est superbe. Les restes d'un repas, de ce qui est consommé, l'organisation. J'ai fait un boulot là-dessus, sur la façon dont on organise de façon inconsciente tout ce qui est parasite. C'est-à-dire que comment, et je pense qu'il y a une étude sociologique vachement intéressante à faire là-dessus, comment les gens positionnent leur couvert en dehors de l'aspect culturel des choses, comment ils vont gérer leurs restes, comment ils vont dessiner avec la sauce, tout ce qui reste, tout ça. Et c'est des choses qui sont assez jolies quand on les regarde avec cet œil-là, en disant la personnalité du mangeur transparaît sur la façon dont il va poser ses petits os de pigeon. Donc c'est le trou et c'est pas terrible pour ça.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même une vraie recherche de design. Mais bon, on est parti dans les mousses, les espumas et toutes ces choses-là, mais on perd quand même. Moi, je pense qu'on perd vraiment la notion de plaisir du produit, c'est-à-dire de mâcher, de retrouver le produit, et c'est un petit peu dommage. Donc, je pense que là, il ne faut pas aller non plus trop loin à ce niveau-là. Moi, j'avais failli travailler avec un designer, c'est pas toi, c'est un autre. Et c'est parce que je collectionne les canards en plastique et je voulais trouver quelque chose pour amener des formes de canards en plastique dans les assiettes. Mais bon, j'ai laissé tomber parce qu'on part un peu dans du n'importe quoi. Non, mais bon, alors, la question du liquide, moi je mange de la soupe tous les soirs en ce moment, mes dents se déchaussent pas, mais j'avais entendu à l'époque du lancement de Ferran Adria, oui, on ne mâche plus, on ne mastique plus, donc attention, mais j'ai pas la sensation que ce qu'apporte si, j'ai la sensation là maintenant dans cette table ronde, mais que le designer apporte du danger dans la cuisine. Et pour répondre à la question de monsieur sur ce qu'on appelle le design culinaire, c'est-à-dire vraiment le design du contenu, de ce qu'on va manger, on peut constater quand même que depuis, disons, le début des années 2000, il y a quand même de plus en plus de rencontres qui se font entre des designers, des cuisiniers ou alors des artisans des métiers de bouche pour élaborer vraiment des nourritures et souvent des recettes, etc. Le designer ne se positionne pas à la place de l'artisan ou du chef. Il ne maîtrise pas le goût. Ceci dit, il a quand même une petite expertise sur le sujet et surtout, il peut apporter une expertise sur d'autres domaines, ce qui va être de l'ordre de la plastique, par exemple, de la couleur, de la saveur, de la texture, de la mise en forme. Et je crois surtout ce qu'il amène aux cuisiniers, ce qui ressort, alors là je parle de mon expérience personnelle, mais ce qui ressort le plus souvent, c'est ce qu'il amène, c'est également une rupture dans des habitudes, et il amène à regarder les choses autrement. Et c'est ce que tu dis par rapport aux déchets de l'assiette aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un des savoir-faire du designer, et c'est notamment parce que c'est un métier artistique, il va amener à regarder les choses autrement et à poser des questions et peut-être à rompre avec certaines habitudes. Et je parle encore, c'est encore un avis personnel que j'exprime, mais c'est vrai que ce dont on se rend compte en travaillant dans les métiers de l'alimentation, c'est que ce sont des métiers où il y a énormément d'heures de travail, beaucoup de boulot, et donc du coup les artisans, les chefs sont souvent le nez dans le guidon et ont du mal à rompre un peu avec tout ça. Donc c'est vrai que l'exemple nous poussera à nous dire le contraire, mais quand même dans la plupart des cas et des expériences qu'on peut vivre au quotidien, c'est quand même des gens qui ont un peu de mal à se défaire de leurs habitudes. Et en ça, je pense que le designer peut apporter quelque chose. Stéphanie, il y a un métier par contre qui n'est pas artistique du tout, c'est celui de modérateur d'une table ronde, et je voudrais vous remercier toutes et tous de nous avoir accompagnés dans les méandres du design. Pour nous maintenant l'heure du pugilat a sonné, c'est fini, nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci.